Est-ce que bientôt on va voir le cardinal Sarah devenir pape? Vous avez été très nombreux à laisser des commentaires et à exprimer à quel point vous aimeriez cette éventualité et vous ameniez votre soutien. Bien, aujourd'hui, nous sommes le lundi 28 avril et je vous dis bienvenue sur Point de rupture. Je vous invite à prendre votre café, votre thé, ce que vous voulez et on va aborder tous les messages importants tout de suite. Alors aujourd'hui au sommaire, on va parler de Robert Sarah, cardinal Robert Sarah, et tout ce qu'il représente, et on va parler de ses chances d'être élu pape. Deuxième chose dont on va parler au sommaire, c'est certains des effets déjà probants des tarifs douaniers de Trump et sur comment c'est en train d'avoir un effet sur la globalité du monde et pas des moindres effets. Et ça sera très intéressant d'en parler. Et puis finalement, je vais vouloir passer en revue certaines des interviews qu'il y a eu de Thomas Sowell, qu'on dit Thomas Sowell en anglais, pardon. Et on en a déjà parlé lors des deux derniers points de rupture. Et Thomas Sowell va complètement débunker, va enlever des tas d'idées qui sont des idées reçues sur l'esclavagisme, sur d'autres choses, etc. Je sais, je ne vais pas me faire que des amis avec tout ça, mais je vais peut-être me faire des ennemis, mais parfois il faut dire des choses telles qu'elles sont. Alors, on va démarrer avec le cardinal Robert Sarah. On parle de lui dans toutes les actualités et partout, presque plus que de n'importe qui d'autre, n'importe quel autre pape. Et pourtant, est-ce qu'il a vraiment des chances d'être élu pape? Vous savez, il y a des sondages qui se font, etc., mais les sondages valent ce qu'ils valent. Ce qui vaut peut-être un peu plus, parce que ça s'avérait être assez fort lors des dernières élections aux États-Unis, c'est les paris. Parce qu'aujourd'hui, les gens parient sur tout. Ils parient sur quelle équipe va gagner tel ou tel match, et puis il y a des gens qui parient sur qui va être élu, etc. Et la notion du pari s'avère, c'est un peu comme s'il y avait une collectivité du monde entier qui avait une opinion qui était bien plus juste que tous les sondages les plus étudiés qui puissent exister, parce que ça tombe d'une façon bien plus proche, pas tous les paris, mais il y a des organisations de paris qui tombent dedans. Et quand on regarde quelles sont les personnes qu'il donne comme gagnants possibles pour être pape, bien, il cite deux ou trois papes assez progressistes, c'est-à-dire assez de gauche, notamment un pape italien, puis un pape des Philippines, pas un pape, un cardinal italien, un cardinal des Philippines, en tant que pape possible, en tant que papabilé, mais ils reçoivent que aux alentours de 20% des voix. Personne ne reçoit un nombre énorme. Le cardinal Robert Sarah reçoit environ 5%. Alors vous allez me dire, 5% c'est très peu. Pas vraiment, parce que on est en train de regarder la possibilité d'environ 120 personnes qui pourraient être élues. Alors bien sûr, il y en a certains qui refuseraient tout de suite, il y en a d'autres qui se réjouirait de pouvoir être élu pape. Pour comprendre comment tout ça va se passer, je crois qu'il est toujours bon de regarder un peu le passé et les tendances qu'il y a eu dans le passé. Ben, le conclave, c'est-à-dire quand ils vont fermer toutes les portes et ils vont être enfermés dans la chapelle Sistine et ils vont commencer à discuter et ils vont voter 2 fois le matin et 2 fois l'après-midi. Et chaque fois, si le vote n'amène pas au moins 2 tiers en faveur d'une personne, ben ce sera de la fumée noire qui sortira. Et le jour où ils auront voté et ils auront élu un pape avec au moins 2 tiers des votes, ben ça sera de la fumée blanche. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que le conclave va commencer le mercredi 7 mai. Alors, il y a des gens qui me disent, mais combien de temps dure un conclave? Bien, les conclaves qui ont duré le plus longtemps, c'était
XIIe, XIIIe et XIVe siècle. Il y a des conclaves qui ont duré plus de 2 ans, dont le plus long a duré 2 ans et 9 mois. Imaginez-vous en train de discuter pour élire un pape et le siège de Saint-Pierre était vacant pendant tout ce temps-là. Ça amène tout un autre sens au CD vacantiste, n'est-ce pas? Mais depuis le Concile de Vatican I qui a eu lieu vers la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire vers 1869-1870, il y a eu une préoccupation dans le fait de pouvoir organiser les choses d'une autre façon. Et donc, ils veulent que le conclave se passe un peu plus vite, d'une façon plus efficace, etc. Et il y a eu des conclaves qui ont duré seulement quelques heures, ou même une seule journée, et dont un certain nombre de façon assez récente. Par exemple, en 1939, quand Pie XII a été élu, Pie XII était le secrétaire d'État de Pie XI. Donc, étant secrétaire d'État de Pie XI, ça allait être la continuité absolue de toute la politique de Pie XI. Et c'est une période où l'Église était assez rassemblée au niveau de pas mal d'idées, à partir de Pie X, Pie XI, Pie XII, etc. Je sais qu'après, Pie XII a été très critiqué dans sa position, où il y a pas mal de gens qui considèrent qu'il ne s'était pas assez opposé à l'Allemagne, à cause de l'Holocauste et tout ça, etc. Quand on examine les choses d'une façon plus approfondie, c'est faux. Il avait une position très forte par rapport à l'Allemagne et il était prêt à considérer qu'il fallait se battre sur certains points, mais en même temps, il ne voulait pas se retrouver dans un endroit où on allait l'éliminer complètement. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre qu'on ne peut pas exiger d'un pape d'avoir des positions d'une certaine façon, parce qu'avant tout, il faut qu'il soit un diplomate qui va pouvoir amener certaines solutions d'un côté comme de l'autre. Un autre pape qui a été élu extrêmement rapidement, en l'espace de quelques heures, c'est le pape Benoît XVI, qui est arrivé juste après Jean-Paul II, c'est-à-dire Jean-Paul II, c'était le cardinal Wojtyła de Pologne, et le pape Benoît XVI, c'est le cardinal Ratzinger d'Allemagne. Et ça, c'était très intéressant parce que ce qui s'est passé dans ce cas-là, c'est que on pense toujours que le cardinal Wojtyła était un pape très conservateur. C'est pas le cas. Même, il voulait changer des choses sur les conclaves, sur le fait qu'on puisse élire un pape avec une simple majorité. Il voulait voir les choses d'une autre façon, mais parce que c'était un pape très populaire et très populiste, on considère qu'il était très conservateur. Et également, il a donné des ailes à la foi en Pologne dans son combat contre le communisme à l'époque, contre l'Union soviétique. Et donc, à cause de cette position, il était considéré comme un pape assez conservateur, alors qu'il n'était pas nécessairement. Alors, après le pape Benoît, qui a démissionné à cause de son état de santé, son âge, etc., et le pape Bergoglio, c'est-à-dire le pape François, a été élu, le pape François était très progressiste et complètement différent du pape Benoît. Alors, est-ce qu'il y a des séquences où on avait assez conservateur, et ensuite plutôt progressiste, plutôt progressiste? Oui. Il y a eu conservateur au niveau de Pie XI, Pie XII. Ensuite, Jean XXIII était bien plus progressiste, donc de gauche, si vous voulez. Et ensuite, il y avait surtout Paul VI qui était bien plus progressiste et bien plus de gauche. Et ensuite, si on compte à peine Jean-Paul Ier, qui n'a duré que 33 jours, donc on ne sait même pas quelles étaient ses positions, c'est une chose. Le pape Jean-Paul II n'était pas aussi important parce qu'il était progressiste ou conservateur, mais parce que c'était la première fois depuis plusieurs siècles où il y a eu un pape qui n'était pas italien. Parce qu'il y avait tellement de guerres dans le passé, notamment entre
des influenceurs français et des influenceurs italiens en politique à l'époque du XIIIe, XIVe, XVe siècle, c'était la période pendant laquelle il y avait des conclaves extrêmement longs, etc. Donc là, on peut se dire, ben, ça sera peut-être raccourci. Mais là, si on a eu un pape assez conservateur suivi d'un pape extrêmement progressiste, parce que faut pas oublier que le pape François, il y a même beaucoup de gens qui le remettent en question et puis qui le considèrent même pas comme un vrai pape. Moi, je ne veux pas aller jusque-là. Ça, je veux seulement partager avec vous les idées que beaucoup de gens peuvent avoir là-dessus. Mais lui a été un pape extrêmement progressiste. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vu de l'intérieur et dans des interviews officieuses de pas mal de cardinaux, ils ont dit que si le conclave va élire un pape extrêmement progressiste, dans la même veine que le pape François, on pourrait dire que peut-être l'Église va souffrir énormément et qu'il y en a, bon, c'est toujours annoncé de cette façon-là, on verra l'existence du dernier pape. Est-ce que c'est vrai? Je ne pense pas, c'est toujours excessif dans ces cas-là, mais ça provoquerait une crise profonde au sein de l'Église. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, il y a une croissance dans l'Église, alors qu'elle était en baisse, en baisse, en baisse. Mais il y a une croissance dans l'Église en France. Il y a eu une croissance de baptême de 150%, quelque chose comme ça, d'une année sur l'autre, 2025 au niveau de Pâques par rapport à 2024, de confirmation également, aux États-Unis également. Mais toute la croissance vient du milieu bien plus traditionnel et d'une jeunesse qui est en train de chercher un cadre, qui est en train de chercher quelque chose qui va être solide dans quoi ils vont croire. Ils ne veulent pas du relativisme. Ils sont bien plus proches de la philosophie et de la théologie d'un cardinal Robert Sarah que d'un pape François. Donc, s'il y a de la croissance dans l'Église, mais qui correspond bien plus à une recherche de dogme, de côté doctrinaire, d'une foi sur laquelle on peut s'appuyer et pas une foi relativiste, et si le conclave du Vatican va élire un pape plutôt progressiste, eh bien ça risque de provoquer des tas de troubles et des choses très difficiles. Écoutez, on va continuer à parler de tout ça, parce qu'aujourd'hui, avant que le conclave ne commence, c'est pour ça que c'est un genre de secret de polichinelle, parce qu'on dit que quand le conclave va commencer, on va séparer tous les cardinaux du monde, pour qu'il n'y ait pas d'influence, il n'y ait pas de journaux, il n'y ait pas de télé, il n'y ait pas de téléphone, il n'y ait aucun lien avec l'extérieur. Mais en ce moment, tous les papes ont été contactés par des chefs de gouvernement. On sait, par exemple, de nouveau, c'est une rumeur qui court, moi je ne peux pas la prouver, mais les choses sont tombées tellement vite qu'il paraît que le gouvernement d'Emmanuel Macron s'est retrouvé en train de parler à tous les papes français. Je crois qu'il y a 9 papes français, mais 6 seulement peuvent voter. C'est-à-dire ils ont moins de 80 ans, etc. Parce qu'il n'y a que les papes, pas les papes, les cardinaux qui ont moins de 80 ans qui peuvent voter. Et bien sûr, un gouvernement comme celui du président Emmanuel Macron aura tendance à être bien plus du côté progressiste et pas du tout du côté conservateur. Et il va vouloir une certaine maîtrise. Beaucoup des États européens qui dépendent beaucoup et qui sont très proches de Bruxelles ne vont pas vouloir un pape très conservateur, parce que ça remettra en question toutes leurs notions sur l'immigration et tout ça, comme le fait le cardinal Robert Sarah. Et il y a d'autres cardinaux très conservateurs. Il y a le cardinal Burke aux États-Unis. Mais
lui, il sera jamais élu. Ils vont même pas en parler parce que ça serait trop fort qu'il y ait Trump d'un côté et puis ensuite le cardinal américain de l'autre côté, qui sont tous les deux très conservateurs et qui présenteraient ce genre de choses. Donc, les choses vont pas se produire de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je pense qu'avant tout, il nous reste à prier. Parce que je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui a dit que souvent, on a les leaders qu'on mérite et le pape fait partie des leaders. Alors, pourquoi est-ce qu'on a les leaders qu'on mérite? C'est parce que parfois, on ne prend pas complètement les décisions qu'on devrait prendre, ou on ne se bat pas assez pour ce qu'il faut. Vous allez dire, ouais, mais qu'est-ce qu'une personne peut parmi tant d'autres? Bien plus qu'on ne le croit. Donc, n'hésitez pas du tout à faire le nécessaire, c'est-à-dire à prier et à espérer que le cardinal de votre choix soit élu pape. Moi, je dois avouer que j'aime beaucoup le cardinal Robert Sarah, parce que lui, il croit dans des valeurs extrêmement profondes de la chrétienté, de la culture occidentale, de la famille, de tout ce que ces valeurs représentent. Et moi, je trouve ça super chouette que ça vienne d'Afrique et que ce soit l'Afrique qui rappelle à l'Occident européen et américain ce en quoi ils sont engagés. Et c'est un peu le retour de flamme dans le bon sens. Donc, on va voir toutes ces choses-là en train de se développer rapidement. Maintenant, le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, à mon avis, il est extrêmement intéressant également, c'est ce qui est en train de se passer avec ces fameux tarifs douaniers. Il y a plein de gens qui disent, bah oui, mais les tarifs douaniers, c'est en train d'aller nulle part, parce qu'il les a proposés, après il revient en arrière, etc. Non, il est revenu en arrière avec beaucoup de pays parce qu'il leur a donné le temps de réagir. Et Trump dit déjà qu'il y a 18 pays qui ont fait des offres concrètes d'échange de tarifs douaniers très bas. Il y en aura quand même, hein, il faut toujours qu'il y ait un peu de tarifs douaniers, mais très bas pour ne pas punir un côté ou l'autre. 18 pays déjà qui ont fait ça. Alors, je ne sais pas s'il comprend dedans l'Europe en tant que pays. Parce que si on parle avec l'Europe en tant que pays, ça change complètement. Mais on sait que l'Europe a frappé à la porte de la Maison-Blanche et veut négocier des tarifs douaniers favorables pour l'Europe, parce que sinon l'Europe ne s'en sortirait pas. Alors, en même temps, Trump est en train de parler de plus en plus du fait qu'il veut réduire à néant les impôts sur le revenu aux États-Unis. Il y a déjà, dans une première phase, il va chercher à ce qu'il n'y ait pas d'impôts pour ceux qui gagnent moins de 150 000 $ par an, vous imaginez? Tous les revenus, au niveau d'un foyer, hein, pas au niveau d'une personne, au niveau d'un foyer fiscal qui gagne moins de 150 000, ne paye pas d'impôts. Ce serait une sacrée révolution. Et à terme, il veut supprimer l'impôt sur le revenu complètement. Parce que l'impôt sur le revenu s'appelle, l'organisme qui le gère, s'appelle le IRS, hein, le IRS, Internal Revenue Service, c'est-à-dire le service des revenus internes aux États-Unis. Et Trump, qui aime toujours manier les mots dans ce sens-là, parle du besoin de fermer le IRS, le Internal Revenue Service, et de créer un ERS, un External Revenue Service. Ça veut dire, il considère que si le gouvernement américain fait attention et ne dépense pas de l'argent bêtement, c'est pour ça que Doge était tellement important et continue, que uniquement sur les tarifs douaniers, il y aura assez d'imposition pour que le gouvernement fonctionne. Le gros problème, moi je ne sais pas comment il va s'en sortir là-dessus, c'est la dette. Parce qu'il va falloir quand même rembourser cette dette, et là, il y a un bras de fer avec la Federal Reserve au niveau des taux d'intérêt, etc. J'en ai déjà parlé dans le passé, je vais peut-être revenir là-dessus dans l'avenir. Mais il y a un autre phénomène qui est très intéressant, c'est que il y a pas mal de gens qui disent que la Chine, à cause de son ampleur économique, a les reins assez solides pour attendre.
Et ils peuvent jouer un jeu d'attente et ils vont le gagner contre Trump et contre les États-Unis. Je n'en suis pas si sûr. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi. Déjà, il y a Tim Cook, qui est le CEO, c'est-à-dire le patron de Apple, qui vient d'annoncer que Apple, en 3 mois, a l'intention de déménager toutes ses usines de fabrication et qu'elles vont quitter la Chine et qu'elles vont aller travailler en Inde et au Vietnam. Ben, ça, c'est quand même assez conséquent. Et si Trump est en train de dire qu'il y a déjà 18 pays qui sont en train de faire des offres réelles, ça veut dire que peut-être il y a des discussions avec d'autres pays où il va y avoir des relations favorables. On sait que le Vietnam parle beaucoup aux États-Unis et que beaucoup de choses peuvent être fabriquées au Vietnam sans tarifs élevés et tout cela, etc. Et dans ce cas-là, la Chine risque de se vider de tout son potentiel de création de produits, de fabrication de produits. Et là, ça risque de faire très, très, très peur. Parce que non seulement on va voir la Chine qui va commencer à se casser le figure là-dessus, mais ça va avoir un impact énorme sur la bourse chinoise, donc sur l'économie même, sur sa capacité à générer du capital, à avoir de l'argent. Et donc, même ces recherches sur les puces d'intelligence artificielle, etc., les DeepSeek et tout ceci, ben, ça risque d'avoir un impact là-dessus qui va être extrêmement grand. Alors, la Chine a laissé fuir des petites choses. Je ne sais pas encore quoi croire là-dessus, mais Elon Musk semble inquiet par rapport à ça. C'est la capacité de la Chine à sortir une robotisation qui est vraiment en avance sur tous les pays occidentaux. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Bien, on voit que sur le plan des tarifs douaniers, etc., c'est en train de continuer à avancer et ça fait baisser les prix. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même en France, votre gasoil ou votre essence n'est plus à 2 €, mais on en trouve à 1,50, même 1,42. C'est énorme comme baisse. Vous vous rendez compte? Ben, tout ça, pourquoi? Parce que Trump est en train de déréglementer certaines choses. Ça veut dire que aux États-Unis, ils vont pouvoir commencer à creuser des puits de pétrole de nouveau, ce qui a un impact sur le Moyen-Orient, sur le cartel pétrolier, l'OPEP, comme on dit, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et que eux sont obligés de baisser les prix pour rester concurrentiels. Et qui est-ce qui gagne là-dedans? Vous et moi, le consommateur. Et ça fait partie des promesses que Trump a dit qu'il voulait amener. Et de l'autre côté, si la concurrence commence à y aller de plein pot à cause des tarifs douaniers, et d'un seul coup, le Vietnam va avoir l'occasion de fabriquer des choses, l'Inde va vouloir fabriquer des choses, et comme ce sont des nouvelles relations, ça peut se faire sur tout un autre espoir, et il y a pas mal de gens qui seraient ravis de voir la puissance de la Chine baisser dans ce cadre-là. De l'autre côté, la Chine va vouloir faire avancer les schmilblick, donc peut-être sortir tout ce qu'elle peut faire sur les robots, etc. Donc, davantage de recherche, davantage de créativité, davantage de compétition qui fait baisser les prix, davantage de compétition parce que la réglementation est en train de baisser. Et tout ça, ça vient de cette politique assez complexe des tarifs douaniers que la plupart des économistes ne comprenaient pas, mais qui nous amène quelque chose de très intense. Eh bien maintenant, on va quitter les faits et l'actualité et on va rentrer dans des principes, parce que les faits et l'actualité, ça affecte le présent, mais les principes et les valeurs qui nous animent affectent l'avenir. Et là, moi j'ai le grand plaisir de pouvoir examiner tous les dires de Thomas Sowell, qui pour moi est un des économistes les plus intelligents qui existent. En plus, il a le sens de l'humour et il continue à s'exprimer sur des tas de choses, y compris les tarifs douaniers, où il n'est pas nécessairement d'accord avec Trump. Et
Le bonhomme, il a 94 ou 95 ans. Je crois qu'il a 95 ans. Et il est toujours tout aussi clair dans sa tête. Et j'espère que vous allez voir sa photo là, qu'on va pouvoir vous le montrer. Mais je crois que vous l'avez déjà vu la dernière fois. Là, je voudrais seulement parler de certaines choses en ce qui ce que Thomas Sowell, qui est un noir américain, et qui sort de la Caroline du Nord, ensuite arrivé à New York, il a vécu à Harlem et tout ça, etc. Bon, bref, maintenant il est en Californie. Et il va à l'encontre de beaucoup d'idées reçues, etc. Parce que il y a eu toute une construction de la mentalité de victime aux États-Unis, et c'est quelque chose dont souffrent énormément de Noirs américains, où, à partir du moment où ils se considèrent comme victimes, ils ne vont pas chercher à améliorer leur sort, ils vont seulement chercher à ce que l'État les aide ou à faire des choses dans ce genre. Moi, je suis seulement de deuxième génération de quelqu'un de libre. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, mes parents étaient esclaves. Pendant la guerre, mes parents étaient dans des camps, traités comme des esclaves, ils étaient des esclaves, ils étaient obligés de travailler dans les champs et autres choses en Allemagne pour rien. C'était des esclaves. Et il y a pas mal de gens qui ensuite ont été compensés pour leur temps dans les camps, notamment beaucoup d'organisations juives se sont organisées pour récupérer de la part de l'Allemagne de l'argent pour tous les gens qui avaient perdu soit leur vie, soit du temps, soit des tas de raisons. Mes parents n'ont jamais rien eu par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a personne qui parlait au nom des Polonais ni quoi que ce soit, qui eux pensaient qu'il fallait bosser, donc ils se retrouvaient en train d'aller vers l'ouest et travailler dans les mines de charbon dans le nord de la France, ou bien ils allaient travailler en Angleterre ou aux États-Unis en train de prendre n'importe quel boulot pour bosser, etc. Et alors, nous, on associe l'esclavage à la peau noire. Il n'y a rien de plus faux. Bien sûr, il y a eu des esclaves noirs, etc., etc. Mais depuis la nuit des temps, il y a eu bien plus d'esclaves blancs qui étaient rendus esclaves par les pirates des côtes Barbarie, c'est-à-dire toute l'Afrique du Nord, ce qu'on appelle les côtes arabes de l'Afrique du Nord, etc., maghrébines. Et eux faisaient la traite des Blancs et la traite des Blanches bien plus. Et à l'époque, on considérait la richesse d'un pays par sa capacité à avoir et à vendre des esclaves. Car un esclave pouvait coûter bien plus que le revenu annuel d'un foyer. Donc, il fallait comprendre que c'était une valeur qui était énorme. Alors, moi, j'aime bien Thomas Sowell parce qu'il nous éclaircit sur tout ceci. Il dit, premièrement, l'esclavage était une institution universelle. L'esclavage existait partout dans le monde, en Afrique, en Asie, en Europe, dans les Amériques, partout. Aucune civilisation majeure n'a échappé à la pratique de l'esclavage. Pas même les Africains eux-mêmes. Certains royaumes africains capturaient et vendaient d'autres Africains. Ce n'était pas basé sur la race à l'origine du tout. Pendant longtemps, on réduisait en esclavage quiconque était vulnérable, quelle que soit sa couleur de peau. C'est-à-dire, ce qui se passait, c'est que quand il y avait des guerres dans le temps, on tuait les hommes, et les hommes qu'on n'arrivait pas à tuer complètement, etc., qu'on arrivait à capturer, on les mettait en esclaves. Mais on emmenait toutes les femmes et les enfants en esclavage, afin de faire tout ce qu'on voulait avec. Et il y a des choses comme ça qui n'ont pas encore changé dans le monde. Et donc, l'esclave n'était pas singulier à l'Europe, ni au monde occidental. C'était l'ordre normal des choses dans la majeure partie de l'histoire humaine. Ça, c'est une citation de Thomas Sowell. Je vous la répète. L'esclavage n'était pas singulier à l'Europe, ni au monde occidental, c'était l'ordre normal des choses dans la majeure partie de l'histoire humaine. Pourquoi est-ce que je me penche sur ce sujet de l'esclavage? Pourquoi Thomas Sowell s'est penché là-dessus? C'est parce qu'il est important
d'amener la lumière et la vérité sur des choses sur lesquelles les gens ont des idées reçues, parce que c'est seulement comme ça qu'on arrivera à libérer des gens d'une certaine perception et d'un état de victime dont ils souffrent. Alors, Thomas Sowell dit, l'Occident a été le premier à abolir l'esclavage. Sowell insiste sur le fait que l'abolition de l'esclavage est ce qui est exceptionnel historiquement, pas sa pratique. L'abolition est exceptionnelle, sa pratique était courante. Ce sont surtout les pays européens et les États-Unis qui ont mené le combat contre l'esclavage, souvent au prix énorme de guerres, comme la guerre de sécession aux États-Unis, et de pression internationale. Par exemple, la Royal Navy britannique a lutté contre la traite négrière en Afrique et ailleurs. Alors que l'Afrique, le Moyen-Orient et certaines parties de l'Asie ont continué la pratique de l'esclavage bien après son abolition officielle en Europe. C'est extrêmement important de comprendre ça, parce qu'il ne faut pas que les gens soient sous le joug de fausses impressions d'histoire, parce que dans une perception que l'on porte sur soi-même, c'est un carcan qui est encore bien plus méchant que des chaînes ou le fond d'un cachot. Ah oui, alors il dit également ce qui est unique à propos de l'Occident, ce n'est pas que des gens y aient été réduits en esclavage, mais que l'Occident est finalement tourné contre l'esclavage avec tant de force. Et les Noirs n'ont pas été uniquement des victimes. Des Africains ont joué un rôle actif dans la traite. De nombreux royaumes africains, comme le Dahomey, capturaient et vendaient d'autres Africains aux marchands européens. Sowell combat l'idée simpliste d'une opposition blanc-esclavagiste contre noir victime en montrant que l'esclavage est un phénomène humain, pas spécifiquement racial dans son origine. Il rappelle aussi que des Noirs ont été propriétaires d'esclaves, par exemple aux États-Unis, des Afro-Américains libres ont possédé des esclaves. Tous les Noirs américains n'étaient pas des esclaves. Il y avait déjà des Noirs américains qui combattaient aux côtés, on le voit dans des tableaux qui ont été dessinés même, parce qu'il n'y avait pas de photos à l'époque, aux côtés de George Washington dans le combat pour l'indépendance des États-Unis d'Amérique. La raison pour laquelle certains États sudistes ont commencé à créer de l'esclavage, etc., et ils ont voulu dire que les Noirs valaient moins que les Blancs, ils valaient 3/4 ou 2/3 et des choses comme ça, c'était pour réduire le nombre des États sudistes au Congrès américain, dans le sens où ils allaient avoir moins de poids et moins de représentation. Alors, Thomas Sowell continue. La focalisation moderne est historiquement biaisée. Selon lui, la façon dont on enseigne l'esclavage aujourd'hui, surtout dans les pays occidentaux, exagère la culpabilité spécifique de l'Occident et occulte l'histoire globale. Il voit cela comme un instrument politique utilisé pour culpabiliser certaines populations et alimenter le ressentiment racial, pour que certaines races commencent à se battre les unes contre les autres, en train de s'accuser d'autre chose, pendant que d'autres regardent, rigolent et en profitent. Thomas Sowell ajoute, à ses yeux, cela crée une vision du monde où certaines injustices passées sont exagérées pour justifier des politiques contemporaines, comme les notions de réparation, de discrimination positive, etc., etc. Ce qui fait que certaines personnes considèrent qu'ils n'ont pas besoin de faire d'efforts et que tout leur est dû. Ça veut dire qu'ils vont arrêter de se battre pour avancer. Les torts du passé ne sont pas corrigés par l'injustice du présent. Je trouve ça, c'est une phrase qui est extraordinaire, le passage de Sowell. Les torts du passé ne sont pas corrigés par l'injustice du présent. Alors, vous pouvez trouver des références dans ses œuvres parce qu'il a écrit plusieurs livres sur les mythes modernes autour de l'esclavage. Il y en a un qui s'appelle Black Rednecks et White Liberals.
J'espère que vous allez trouver. Je ne sais pas s'ils existent en français. Il y a également Conquests and Cultures, les conquêtes et les cultures. Là, il aborde l'impact des conquêtes, dont l'esclavage sur les civilisations. Et il y a un autre livre qui s'appelle Race and Culture, où il discute de comment les différences culturelles, pas seulement raciales, expliquent les inégalités sociales. Ça, c'est très intéressant de voir tout ça. En résumé, l'esclavage est une tragédie humaine universelle, pas une faute unique des Européens ou des Américains. Donc ça, c'est extrêmement important à s'en souvenir. Je sais qu'il y a peut-être des gens, ça va plaire d'apprendre ça. Mais moi, je trouve qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup dans la Bible, qui dit la chose suivante. Et c'est Jésus qui dit cette parole. Quand vous connaîtrez la vérité vous fera libre. Tant que vous allez continuer à vivre sous le joug du mensonge, vous ne pourrez jamais être libre. Donc pas libre d'exprimer tout le potentiel de qui vous êtes et qui vous méritez d'être. À demain.